petit point, et pas des moindres, sur, vous voyez, on était censé être deux personnes en fait aujourd'hui. Iban Touché, qui est notre fondateur et CEO, devait en grande partie dérouler cette présentation et malheureusement il ne peut pas être là. Donc on est sur un format un peu différent, on a enregistré sa voix et il va passer en fait toute la présentation, je vais passer les slides et globalement vous aurez son voice-over. Vous verrez, c'est pas pour autant que ce sera moins intéressant. Reste que voilà, le format est différent et donc Iban ne sera pas présent avec nous. Donc là, je vais passer sa voix dès maintenant, il en parle, en fait, il s'en excuse et bref. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? ChatGPT aux usages business, potentialités et limites de l'IA générative. Alors, c'est en deux parties. On travaille avec le groupe Accor depuis un bout de temps maintenant, sur de la partie SEO aussi de la génération de contenu IA. Et donc là, en partie 1, on est plus sur le retour d'expérience d'Incrémis sur l'ensemble de ces sujets. Et ensuite, alors à 14h30, en salle Apollinaire, on sera avec Chantal Mvondo du groupe Accor, également Ashraf et moi, donc là ce sera que des personnes en physique, où on parlera du retour d'expérience côté Accor de l'ensemble de ces projets IA. Donc sans plus attendre, je démarre et vous verrez en fait ce sera principalement Iban qui parle et je vais dérouler les slides. Et à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas forcément s'il y a des questions à passer sur notre stand ou autre, on est disponible pour y répondre. Donc c'est parti. Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour cette plénière. Je tenais tout d'abord à m'excuser de ne pas pouvoir être présent physiquement devant vous afin d'assurer une livraison optimale des messages et des enseignements que nous souhaitons partager aujourd'hui. Cette absence, indépendante de ma volonté, va devenir un grand regret professionnel à terme, j'en suis sûr, car nous préparons cette prise de parole depuis longtemps chez Incrémis. Et j'avais prévu quelques petites interactions avec l'audience, comme toujours, afin de rendre ce moment partagé le plus agréable et mémorable possible. Il y aura d'autres occasions. Le Rex Incrémis, Accor Incrémis, après plus de 3 ans d'étroite collaboration sur des projets d'IA générative avancés, le premier ayant été initié par Accor dès début 2022 et livré en production avant même le lancement de ChatGPT. Ce n'est pas rien, vous ne trouvez pas ? Fort de cette collaboration unique, nous sommes confiants de maîtriser notre sujet. Nous avons décidé d'organiser ce REX en 2 parties. Cette intervention sera le REX vécu et présenté par des équipes d'Incrémis. Elle fournira les enseignements actionnables pour toute organisation désireuse d'enclencher une véritable transformation digitale via ces technologies. Nous présenterons le framework global et définitif de la transformation digitale par l'IA générative, sans rentrer dans le détail des projets menés avec le groupe Accor. Une deuxième plénière, aujourd'hui à 14h30, en salle Apollinaire, donne la parole aux équipes d'Accor, présentées par Chantal Mvondo, pour présenter les projets d'IA générative menés par Accor et qui ont permis à Accor de se positionner en tant que leader de l'innovation sur ces sujets de pointe. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Rex, Incrémis Accor partie 1 de ChatGPT aux usages business, potentialités et limites de l'IA générative. J'ai l'immense honneur d'être accompagné de Simon Traoré, notre responsable de portefeuille client. Quant à moi, je m'appelle Iban Touché, je suis le CEO et fondateur d'Incrémis. Alors, à l'ordre du jour, 3 grandes parties. IA générative, tour complet du sujet. L'IA, c'est sa data, ou presque, et les cas concrets d'application de l'IA générative. Je rappelle une fois de plus à 14h30, salle Apollinaire, la prochaine plénière, création de contenu à grande échelle de la théorie à la pratique avec les équipes d'Accor, et c'est Simon, en fin de présentation, qui vous introduira très rapidement ce qui suivra cet après-midi. IA générative, tour complet du sujet. Comment sont construits ces moteurs ? L'approche est bien connue, on imagine une énorme machine avec quelques milliards de paramètres et on l'a entraîné en lui donnant en entrée un début de texte à deviner le bout de mot le plus plausible qui suit ce début de texte. Et on recommence ainsi. Pour mieux comprendre le fonctionnement réel, je vous propose de visionner cette vidéo de 2022 dans laquelle on pouvait, dans l'interface de ChatGPT, activer ce fameux paramètre des probabilités. Donc vous voyez, on active le paramètre et on va lancer un prompt au moteur. Et vous allez voir que va apparaître un code couleur qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. On va voir que
Le moteur va commencer par un vise, parce qu'il avait 71% de chance de réussite. Ensuite, il se dit, je fais quoi? Visite, visiter, IT, 75, 25, il part sur visite. Puis du, 2, 35, 32, il sait pas. CH, muse, musée, château, etc., etc. Donc, il faut faire très attention et ne pas se fier aux apparences. On a l'impression d'avoir accès à une véritable intelligence. En réalité, tout est très mécanique, sans conscience du réel ni du sens des mots. Le changement de paradigme en R&D est profond. Avant l'IA générative, l'informatique était surtout un monde très déterministe. Mais depuis l'arrivée de l'IA générative, on a basculé dans un environnement probabiliste. Donc fondamentalement, avant, pour une même entrée, vous aviez toujours la même sortie. Alors qu'aujourd'hui, avec de l'IA générative, pour un même prompt, si vous l'exécutez 2 fois, absolument identiquement, vous obtiendrez des résultats différents. Le monde de l'informatique traditionnel est très documenté. En ce qui concerne les LLM, c'est plutôt test pour voir et dis-nous si ça marche. Les mises à jour aussi sont des gros problèmes. En informatique traditionnelle, on met à jour les systèmes dans des projets maîtrisés. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les LLM évoluent sans même qu'on le sache, y compris les versions qui sont soi-disant stables. Mais lorsqu'on les utilise vraiment, on voit qu'en fait, des modifications sont faites sans même informer les utilisateurs. Enfin, concernant les bugs, dans l'informatique traditionnelle, les bugs sont reproductibles et corrigeables une fois pour toutes. Avec l'IA générative, le comportement est très aléatoire. On n'est jamais certain à 100% qu'un problème est résolu. On a toujours peur d'en avoir introduit un autre ailleurs. À terme, nous pensons qu'il va y avoir peut-être un désintéressement de la part de beaucoup d'ingénieurs R&D qui sont consommateurs des API des moteurs et qui vont préférer revenir à de l'informatique traditionnelle pour à nouveau maîtriser leur sujet et ne plus être au bon vouloir de la probabilité et de la génération assez aléatoire des LLM. Je voudrais à présent partager avec vous l'évolution de la qualité des textes générés. Contrairement à ce que l'on peut penser, nous ne sommes pas du tout dans une amélioration continue. En fait, on distingue 2 phases très distinctes. La première, de 2021 à 2023, où on est passé de GPT-3 à GPT-4, était caractérisée par une amélioration systématique de la qualité des textes générés et surtout une dépréciation systématique du modèle de la génération précédente. Et ensuite, après GPT-4, il y a eu d'autres moteurs, Turbo, 4O, etc., qui en fait génèrent des textes de moins bonne qualité que GPT-4. Et ce qui est très intéressant, c'est que le prix de GPT-4 n'a jamais été abaissé. Nous pensons qu'OpenAI a géré les coûts, modifié les moteurs pour essayer de mieux s'y retrouver au prix de la qualité des textes générés. Et des moteurs tels que GPT-4o génèrent aujourd'hui des textes qui ont une qualité littérale moindre que GPT-4. Un dernier point sur la différenciation des acteurs. Elle est très limitée. Ils utilisent tous la même technologie, ils utilisent tous les mêmes données d'entraînement, ils fournissent tous les mêmes interfaces utilisateurs dans les navigateurs web et les mêmes API pour les développeurs. Alors comment s'en convaincre? C'est très simple. Il suffit de poser la même question, d'abord à ChatGPT. Liste-moi 10 activités touristiques à Paris, France. ChatGPT va vous proposer de visiter la Tour Eiffel pour grimper à son sommet et voir une vue panoramique de la ville. Posez la même question à Mistral, vous aurez la même réponse. La Tour Eiffel offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville. Si vous allez ensuite chez Claude et donc Amazon, qu'est-ce que vous allez avoir? Montez au sommet de la Tour Eiffel et admirez la vue panoramique sur Paris. L'IA, c'est sa data. Alors, avant d'entrer dans des cas bien réels, je voudrais commencer par un scénario fictif. Alors, supposons que nous nous retrouvions à la préhistoire et que l'on nourrisse un moteur LLM de l'intégralité de tous les dessins de toutes les caves préhistoriques de la planète. À ce moment, le petit prince arrive et demande à ce LLM, intrigué, dessine-moi un mouton.
Que va-t-il se passer? Peu ou prou, le LLM va générer un mouton tel que vous le voyez à l'écran. En aucun cas, le moteur LLM ne sera capable de représenter un mouton tel que vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire un mouton qui sorte de la donnée d'entraînement avec des nouvelles idées, de la créativité humaine. Je vous propose à présent de vous partager une expérience bien réelle. J'étais à Rome récemment avec mon fils et bien évidemment, nous sommes allés manger une pizza. Donc, j'ai pris une photo du menu de pizza et je l'ai donné à Chat pour qu'il m'en fasse la traduction. Alors j'aimerais partager avec vous ces deux éléments sur cette slide et vous donner peut-être 10 à 15 secondes d'analyse pour me dire s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce que vous voyez sur cet écran. Le menu est à gauche et la traduction de Chat est à droite. Alors, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez dû probablement voir deux problèmes. Tout d'abord, on a perdu des pizzas. Elles sont sur la gauche. Si vous regardez bien, ces pizzas ont disparu chez ChatGPT. Et deuxièmement, comme vous pouvez le voir, certains prix de pizza ont été modifiés. C'est ce que vous voyez sur la droite. Donc je voudrais insister sur cette situation. Avec une donnée juste, le moteur LLM, lui, fait n'importe quoi. Donc la qualité de la donnée est une condition nécessaire, mais aucunement suffisante pour utiliser un LLM afin de véritablement générer des textes qui ont une valeur business pour vous. Je voudrais finir cette analyse avec un petit peu d'ironie, parce que je voudrais simplement rappeler que faire de la reconnaissance de caractère sur une image, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps en informatique. On n'a pas eu besoin des LLM pour ça. Et cette technologie, elle, fonctionne parfaitement bien et on n'aurait perdu ni pizza et on n'aurait pas non plus inventé des prix. Voici à présent un deuxième scénario. Je cherchais récemment un répéteur Wi-Fi, c'est-à-dire une machine capable de répéter un réseau dans une maison, et je suis tombé sur cette page Amazon. Je voudrais à nouveau laisser dizaines de secondes, quinzaine de secondes à l'audience pour qu'ils me disent s'il y a quelque chose déjà qui les intrigue sur cette page. Je vous laisse regarder. C'est un screenshot d'une page très classique et un screenshot bien réel. Alors, l'enfer est dans le détail, parce que comme vous le voyez, à la surprise générale, ce répéteur Wi-Fi permet de faire du riz pour toute la famille. Alors, que se passe-t-il si je mets l'intégralité de ces attributs dans GPT-4o et que je lui demande de me générer une description du produit? Donc les attributs Amazon, vous les avez, le titre, les débits de transfert, etc. Et puis en bas, je mets un petit peu de cocotte minute. GPT-4o vous dit il n'y a pas de problème. Il s'agit du meilleur répéteur Wi-Fi idéal pour améliorer la couverture de votre réseau Wi-Fi. Et bonus, ce répéteur va vous permettre de faire du riz pour toute la famille. N'oubliez pas, un modèle LLM n'est qu'une machine statistique, sans aucune compréhension du monde, des concepts ni des idées. Elle va générer des tokens, elle va vous sortir des phrases sans en avoir compris le sens ni la réalité matérielle. Alors, la donnée et la valeur de la donnée. Parlons-en. Toute donnée a-t-elle une valeur? L'expérience que nous avons avec Accor nous permet d'identifier 3 grandes familles de données. La première, vous la connaissez tous, c'est la donnée absolue. Ce sont les attributs produits, attributs CRM. Et là, il n'y a pas de sujet. Oui, ces données ont une valeur, une couleur blanche, c'est blanche, etc. Il y a déjà une deuxième grande famille de données. C'est la donnée temporelle. C'est une donnée dont la valeur change dans le temps. Alors on peut penser à des choses comme les textes de loi, l'actualité. Mais dans un business, votre offre évolue, vos services, vous ouvrez des hôtels, vous fermez des hôtels, vous ouvrez des chambres. En fait, la temporalité d'une donnée est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser de prime abord. Donc là déjà, au niveau de la data, il faut faire attention, parce que cette valeur change dans le temps, et vous pouvez être amené à faire des choses sur des valeurs obsolètes de la data.
Mais il existe une troisième grande famille de données, beaucoup plus perverse celle-là, c'est ce qu'on appelle la donnée subjective. En fait, elle est omniprésente dans toute organisation. Il s'agit de toute donnée créée par un de vos collaborateurs. C'est une donnée qui a autant de valeur que de collaborateurs, parce que chacun va exprimer par son humanité, par son point de vue, sa vision de la chose. Et si vous avez 2 ou 3 documents qui parlent d'un même sujet, mais qui ont été créés par des collaborateurs différents, alors cette valeur-là sera différente. Des exemples de données subjectives sont par exemple les meilleures activités à Paris. Si je demande les meilleures activités à Paris à 3 collaborateurs dans la société, je n'aurai jamais les mêmes réponses. Quel risque en cas de mauvaise donnée ? Nous l'avons vu tout à l'heure. Mauvaise donnée, mauvais texte. C'est le coût du répéteur Wi-Fi et de la cocotte minute. Ça, c'est valable pour la donnée absolue, la donnée temporelle, la donnée subjective. Mais dans le cas de la donnée subjective, il y a une petite complication. C'est qu'un texte avec une donnée juste pourra aussi être rejeté par le porteur de projet parce que ce texte ne correspondra pas exactement à ce que cette personne attendait subjectivement. Donc face à ça, il faut mettre en place des stratégies de données, multiplier les sources de données, vérifier des cohérences entre les données, ou alors utiliser des sources de données à jour, en temps réel. Par contre, concernant la donnée subjective, le seul levier consistera à bien préciser le brief, c'est-à-dire préciser ce que vous attendez pour être sûr que vous accepterez un texte qui aura une donnée juste. Si je prends l'exemple tout à l'heure d'Amazon, je reprends les mêmes attributs avec la cocotte minute, mais j'ajoute la photo, les attributs constructeurs. Alors dans ce cas-là, nous avons pu nous en tirer, mais nous avons dû mettre en place une stratégie de données pour ce cas particulier. Où est-ce que je veux vous amener avec tout ça ? La donnée étant incertaine, l'IA étant plus un grand A avec un petit i qu'autre chose, la promesse marketing qui consiste à dire on va prendre un gros LLM et le nourrir de l'intégralité de la donnée de votre entreprise. Et grâce à ça, on va faire une poule aux œufs d'or. Il suffira d'appuyer sur un bouton pour générer des textes utiles pour votre business. Cette promesse marketing me semble difficile à matérialiser. Pour toutes les raisons que je vous ai montrées tout à l'heure, premièrement qu'une donnée juste n'est pas une condition suffisante pour générer des textes intéressants, et deuxièmement aussi, surtout, parce que la donnée va très souvent ne pas avoir de valeur, être contradictoire. Face à ce problème, une nouvelle approche est proposée. Elle consiste à multiplier les agents IA. Alors tout d'abord, je voudrais dire que cette approche n'a rien de nouveau. C'est une approche très traditionnelle de l'informatique qui consiste à mettre en place des microservices. C'est d'ailleurs l'approche qui est utilisée par Incremis. Je parle du logiciel Incremis qui est déployé en production sous cette informatique-là de microservices. Qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt qu'avoir un énorme code informatique immaintenable, on va définir différents petits modules beaucoup plus simples, plus faciles à maintenir et qui vont communiquer entre eux. Et là, le parallèle est le même. Plutôt qu'avoir un énorme modèle LLM un peu moyen partout, on va générer plein de tout petits modèles agents qui sont très spécialisés et on va les interconnecter ensemble. Mais le problème reste toujours le même, n'oubliez pas. En informatique traditionnelle, on est sur des systèmes déterministes. On peut les débugger, on les comprend. Alors que là, chaque agent IA est une statistique non maîtrisée, entraînant avec lui une incertitude, une volatilité, un risque. Combiner des agents IA dans une chaîne telle que vous la voyez ici va faire exploser l'incertitude globale de la chaîne de logique. Nous recommandons au contraire de limiter au maximum le nombre d'agents IA afin de limiter le risque, de mettre en place un système hors de contrôle, instable et imprévisible. L'avenir nous dira qui aura raison. Je vous propose de passer à présent sur les cas concrets d'application de l'IA générative. Alors d'abord, mettons-nous d'accord sur l'ambition. L'ambition, c'est quoi ? Générer à grande échelle des assets publiables et distribuables sans besoin de relecture, ni de retouche d'images ou de vidéos. Donc on veut faire ce qu'on voit un petit peu à l'écran, des textes, des images, des vidéos,
des pages web sans avoir à tout retravailler à la main et dans une certaine cohérence de marque et d'ADN comme vous pouvez le voir. Alors texte, images et vidéo. Quelles sont les technologies disponibles aujourd'hui dans un cadre B2B ? Les textes d'abord. Est-ce qu'on peut prendre un brief, quelques exemples de textes et à partir de là, générer des nouveaux textes directement publiables sur un site pour de la nouvelle donnée ? La réponse est oui, c'est possible, mais déjà, c'est très difficile. Les images maintenant. Peut-on uploader une charte graphique ? Quelques exemples d'images et générer des nouvelles images publiables directement pour de la nouvelle data. Alors là-dessus, j'ai assisté à une conférence d'Emmanuel Vivier, qui je passe un petit coucou. Donc il a dit qu'il y avait des choses, on n'a pas encore regardé, donc je laisse le bénéfice du doute. Et enfin, les vidéos. Est-ce que je peux uploader un scénario, quelques exemples de films, et ensuite espérer générer des nouvelles vidéos directement publiables pour un nouveau scénario donné? Là, bien évidemment, ça n'existe pas encore et je pense que ça n'existera jamais. Alors, comment ne pas approcher un projet de transformation digitale autour de l'IA générative ? Très souvent, on entend parler d'une approche telle qu'on l'a décrit ici. Premièrement, on va mettre toute la data au carré au niveau de l'entreprise, avec des projets très complexes. Ensuite, construire un LLM sur toute cette data clean. Et à partir de là, on va commencer à faire des choses. Alors, on a vu au niveau de la data, nettoyer tout ça, ça va pas être facile. Une bonne partie de la data n'a pas toujours de la valeur, mais il y a aussi que vous allez peut-être nettoyer plus de choses que de besoin, même si nettoyer la data peut avoir des bénéfices au-delà d'un projet LLM. La construction d'un moteur fine-tuné sur l'intégralité d'une donnée d'entreprise va prendre du temps. N'oubliez pas que les moteurs LLM évoluent constamment, rapidement. Je pense que d'ici à ce que vous ayez fini peut-être de faire votre LLM, il y a déjà des nouvelles versions qui seront sorties. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte. Mais surtout, le problème n'est pas là. C'est qu'une fois que vous avez fait les étapes 1 et 2, vous n'avez rien fait qui va vous permettre de générer des textes utiles pour votre business, contrairement à ce que vous pouvez penser. Parce que ceux qui vont véritablement utiliser votre moteur LLM, c'est-à-dire vos ingénieurs software qui développent des applications pour vos utilisateurs, pour votre système en interne, etc., et qui vont donc faire des appels sur le LLM, eux, surprise, ils vont rentrer véritablement dans le dur et réaliser qu'en fait, on ne maîtrise pas l'output aléatoire du LLM, quand bien même il a été nourri par de la donnée qui a été très très clean au départ. Nous proposons une approche radicalement différente pour les projets de transformation digitale autour de l'IA générative et nous allons la décrire ici. Tout d'abord, il s'agit de définir un scope en faisant confiance à vos équipes qui seront capables de savoir qu'est-ce qui est vraiment important, moins important, où est-ce qu'on sait qu'on a de la data impertinente et d'autres poches peut-être où la donnée est beaucoup plus aléatoire et donc qui peuvent potentiellement être descopées pour éviter de faire beaucoup d'efforts pour un résultat qui sera incrémental, quasiment négligeable. Deuxièmement, bien évidemment, il faut d'une manière ou d'une autre avoir un moteur LLM qui se mette en place. La troisième étape consiste à formaliser un use case. Quel type de texte souhaitez-vous générer ? Il s'agit de bien cadrer le besoin avec vos équipes, puis de définir une stratégie de données. D'où vient la data ? Est-ce qu'il y aura des incohérences ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Comment est-ce qu'on va pouvoir compléter ? Il y a tout un travail à faire sur ce sujet-là. La cinquième étape consiste à donc fine-tuner, travailler sur un échantillon représentatif du scope global du projet et d'itérer avec vos équipes pour être sûr que les textes générés correspondent bien à ce qui est attendu pour vous. Et ensuite, et uniquement à la fin, vous pouvez appuyer sur le bouton pour passer à l'échelle. Nous déroulons tous les projets d'IA génératifs de cette façon et à ce jour, nous n'avons jamais failli sur aucun des projets d'aucun de nos clients. Cette approche assez rigoureuse a des implications fortes. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de coûts ? La mise en place du projet entraîne des coûts fixes importants.
Donc c'est ce qu'on schématise ici avec cette barre sur la gauche. Une fois que vous avez fait ce travail-là de mise en place, la génération d'un texte va être le coût quasiment du projet, puis 100 textes, puis 1000 textes. On est vraiment sur des petits coûts incrémentaux de génération de texte. Ça veut donc dire que l'IA requiert une approche par usage, mais avec un usage qui a une volumétrie suffisante pour justifier les coûts fixes qui vont être en jeu. Voilà, nous arrivons à la fin de cet atelier et je voulais simplement partager avec vous cette réflexion que nous avons en interne chez Incrémis depuis quelques années et je la laisse à votre appréciation. Je vais pouvoir passer la main à Simon en chair et en os, ou passer plutôt le micro pour qu'il prenne la suite et qu'il finisse cet atelier. Je vous remercie à tous pour votre présence. J'espère avoir été clair. Nous essayons de toujours montrer un framework global stratégique pour les décideurs du digital, ainsi que des mises en application minimales pour que vous puissiez véritablement vous projeter sur ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, ceci n'aura rien à voir avec le deuxième atelier où vous allez rentrer dans le concret des projets. Et là, je laisse Simon maintenant parler pour qu'il vous explique ce qui vous attend à 14h30 avec les équipes d'Accor et Chantal. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on se reverra bientôt à Monaco ou ailleurs. Bon, super. Non, mais globalement, on est bon. Le petit teasing juste pour le point qu'on aura à 14h30, donc le deuxième atelier qui est un peu la suite de tout ce qu'on vient de dire là, où il y avait pas mal de théories ici. Donc la prochaine étape, voilà, 14h30 en salle Apollinaire. Donc il y aura moi-même, Ashraf, notre CTO, qui est ici présent, et Chantal, qui n'a pas pu venir là ce matin, mais qui sera là cet après-midi, évidemment. Donc ce sera en deux parties. Premièrement, passage sur l'IA personnalisée, donc on exprime chez Incrémis, une petite démonstration de la solution. Et ensuite, le retour d'expérience d'Accor avec Chantal qui présentera dans les grandes lignes les différents projets d'IA génératifs qu'on a fait depuis 2022-2023 maintenant. Un passage côté Ashraf sur la technologie qui expliquera un peu ce qui se passe derrière dans le cœur du réacteur. Et ensuite, il y aura une grosse session questions-réponses en fait, où voilà, personnes seront amenées à nous poser toutes les questions qu'elles ont. On souhaite vous voir nombreux et puis on est à dispo. N'hésitez pas à passer à notre stand aussi.